Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Zoom de TV Liberté. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Marc Obregon. Bonjour Marc. Bonjour Rémi. Vous êtes journaliste à l'Incorrect, romancier, et vous publiez Omega Town aux éditions du Verbe Haut, un ouvrage disponible sur la boutique tvl.fr. Il s'agit d'une œuvre de science-fiction épatante, vraiment, le mariage d'une histoire puissante et d'une poésie rare, si rare chez les écrivains d'aujourd'hui. Alors pouvez-vous, Marc Obregon, nous présenter cette histoire ? Alors, en deux mots, c'est l'histoire d'un retour au pays, c'est l'histoire d'un héros dans un futur insitué, mais qu'on devine étant comme 2030, 2035. Et donc, le héros en fait revient dans sa ville natale qui est Paris, 10 ans après avoir été éloigné de la France par une guerre qu'on devine à l'étranger. Bon, on ne sait pas trop, elle est assez située. Et donc, il revient au pays après 10 ans d'éloignement, et donc il va redécouvrir un Paris métamorphosé, gentrifié à outrance, dominé par les IA, intelligence artificielle. Donc en gros, un Paris qui n'est pas si éloigné du Paris actuel, contemporain, mais évidemment, j'ai poussé tous les curseurs un peu à fond pour obtenir ce Paris 2030, qui est donc une sorte de Paris un peu parodique du Paris dans lequel on est actuellement, donc science-fictif, un peu poétisé également, quoi, pour résumer. Qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration d'écrire sur cette thématique dystopique ? En fait, moi, je suis un grand amateur de littérature cyberpunk. Hein, c'est ce sous-genre de la SF qui consiste un peu à imaginer un futur proche, si possible dominé par les grandes puissances oligarchiques, par les entreprises. Donc un futur qui est très proche de notre réalité. Et donc les plus grands, c'est Dantec, c'est Philippe Cadic aussi, qui en a été un peu l'apôtre. Et donc moi, j'ai toujours adoré cette littérature, et j'ai toujours voulu en fait la tordre un peu pour l'expérimenter un peu à l'aune d'une littérature plus française, c'est-à-dire à l'aune d'une littérature qu'on appelle blanche, et que j'aime particulièrement, comme celle par exemple d'Entre-deux-guerres, comme celle de Drieux-La Rochelle, comme celle de Céline. Voilà. Donc mon but, c'est un peu de faire cette sorte d'hybridation entre la science-fiction d'un côté et de l'autre, une littérature blanche proche des auteurs que j'aime. Et donc de mélanger comme ça les thèmes et mélanger aussi les points de vue poétiques. Voilà. Alors vous vous rendez particulièrement hommage à la langue française dans cet ouvrage, et vous plantez rapidement le décor de ces mondes dystopiques avec une réflexion marquante du narrateur au début du texte. Je le cite: « Après avoir été en prison, je serai en prison en ville comme tout le monde. » Alors il y a eu un petit passage en prison pour le narrateur. Donc après avoir été en prison, je serai en prison en ville comme tout le monde. Est-ce cela la condition de l'homme moderne selon vous ? Alors, en tout cas, c'est une question, je pense, que tout citadin peut se poser, que tout salaryman peut se poser, que tous ceux qui prennent quotidiennement le RER entassés comme des moutons, puis voûtés sur leur téléphone portable peuvent se poser, car en effet, finalement, leur condition humaine comporte assez peu de liberté, de plus en plus de sidération technologique, et du coup, chacun est un peu dans sa bulle, dans son silo numérique. Donc on peut vraiment se demander, effectivement, si on n'est pas en prison, dans une sorte de prison à ciel ouvert, finalement. Après, justement, moi je pense que non. Je pense qu'on a encore, heureusement, notre propre vérité, qui est la foi, qui est le libre arbitre, et qui nous permet d'en sortir à chaque seconde, à chaque respiration, en fait. Mais après, voilà, d'un point de vue, c'est le héros qui n'est pas moi, mais qui est une version un peu amoindrie de moi, se pose la question parce qu'il est lui-même fragilisé par son expérience et par son vécu. Et enserré dans un réseau de contraintes, d'obligations. Oui, car dans le futur que j'imagine, effectivement, en fait, notre héros doit encore des années de service à l'État, et par conséquent, l'intégralité de son ministère du recouvrement. C'est ça, tout à fait. Qui est un ministère donc que j'ai imaginé, et donc il doit des années encore à ce ministère, et donc en fait toutes ses pensées en fait appartiennent théoriquement à l'État, en fait. Voilà, c'est le postulat de départ du roman, en fait. Il va devoir rendre donc un service à ce ministère du recouvrement en menant une enquête sur une famille, la famille Baker. C'est ça, en fait. Moi, j'aime aussi beaucoup les thrillers. Donc, c'est vrai qu'à la base, il y a un argument qui est quasiment policier, qui est en fait donc ce héros, qui s'appelle Victor Trévise, va devoir en effet enquêter sur une famille dont le père est ingénieur, et qui est soupçonné en fait de faire circuler des renseignements capitaux sur des entreprises d'État, en fait. Voilà. Donc potentiellement à l'étranger. Et donc notre héros va enquêter sur cette famille. Il va tomber assez vite sur la fille en question, de l'ingénieur en question, qui est suspectée d'être peut-être la voie par laquelle les infos circulent, en fait, s'échappent. Alors, la finesse prospective d'Omega Town est vraiment frappante. Comment travaille-t-on comme écrivain sur un tel ouvrage? Est-ce qu'on se documente? Est-ce qu'on lit des rapports de prospective? Comment on fait pour imaginer le monde de demain?
Alors surtout pas, justement, moi j'évite à tout prix les rapports de prospective, dans la mesure où je pense que justement ça peut casser un peu l'ambition poétique. Finalement, pour moi, la science-fiction, c'est avant tout une sorte d'avant-garde poétique, plus qu'une prospective. La science-fiction, c'est plus quelque chose comme une sorte d'exercice poétique sur le mode du « et si ». Voilà. Et donc pour moi, en fait, j'ai juste posé les contraintes, comme des contraintes poétiques, un peu type Oulipo. Voilà. Et si, dans un futur proche, Paris était entièrement dominé par des IA? Et si, dans un futur proche, on pouvait louer notre cerveau à des sociétés privées, etc. Donc voilà, ce sont des intuitions effectivement qui relèvent de la SF, qui relèvent de la technologie, mais qui sont poétisées par avance. Donc j'évite surtout justement de lire des choses sérieuses là-dessus, et je préfère laisser aller en fait mes propres intuitions, qui j'espère vont s'avérer fausses pour certaines. Après, on verra pour d'autres si elles s'avèrent vraies. La plupart sont finalement un peu des hypertrophies de ce qui existe déjà maintenant, en l'occurrence. Oui, d'ailleurs, en vous lisant, il y a une question que ça m'a inspiré, notamment une question. Parfois, quand on regarde le caractère prophétique de certaines œuvres littéraires, on se demande si les auteurs en fait, du chaos contemporain n'y ont pas eux-mêmes trouvé une part d'inspiration. Qu'en pensez-vous ? Vous savez, effectivement, ce sont les artistes qui écrivent le réel. Et je pense notamment au célèbre écrivain Philippe Cadic, donc écrivain de SF assez connu, qui en fait s'est rendu compte à la fin de sa vie qu'en fait le monde dans lequel il vivait, en fait c'était ce qu'il avait écrit en fait. Et donc il se demandait à la fin, dans une sorte de cauchemar un peu solipsiste, s'il n'était pas lui-même en fait la cause de cette descente du monde dans une sorte de cauchemar dystopique en fait. Quoi. Et donc c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on voit qu'aujourd'hui finalement le monde devient de plus en plus caricatural, en fait presque parodique. On peut se demander dans quelle mesure finalement le monde ne copie pas finalement l'art en fait. Voilà, vous savez la fameuse phrase de Huysmans sur la nature qui imite l'art en fait. Voilà. Donc là on est vraiment plein dedans. Et alors justement sur la forme de votre écrit, vous avez été l'auteur aussi d'essais. Les anticipations tragiques donc présentes dans Omégaton, on n'aurait peut-être pas pu passer avec la même force à travers un texte politique ou universitaire. N'y a-t-il pas un avantage au roman, justement, pour décrire le réel ? Oui, tout à fait. En fait, effectivement, j'ai écrit un essai au début de ma carrière littéraire. Et en fait, je pense vraiment que la fiction permet des choses que l'essai ne permet pas, dans la mesure où la fiction, en fait, quand vous écrivez une fiction, il y a forcément des idées qui vous échappent. Il y a forcément des symboles qui vous échappent. Il y a forcément, je dirais, des poches de sens qui vous échappent. Alors qu'un essai, que ce soit pamphlet ou essai philosophique, finalement, il contient uniquement ce qu'il veut dire, ce que vous voulez dire en fait. Une pensée articulée de façon philosophique finalement ne va dire que ce qu'elle dit elle-même. En revanche, une fiction contient des images, et les images sont plus à même d'avoir plusieurs sens, et même y compris des sens qui échappent à leur auteur. Et donc je pense qu'une bonne œuvre de fiction en fait va en fait quelque part un peu comme une sorte d'athanor, vous savez, une sorte de chose alchimique, va forcément condenser et distiller quelque chose qui échappe et qui va contenir une sorte de vérité supplémentaire, surnuméraire quelque part. Alors il y a un paradoxe qui m'a frappé dans Omégaton. Donc Omégaton, c'est un espace politique totalitaire où les moindres faits et gestes des individus sont sous contrôle de la puissance centrale. Néanmoins, vous y anticipez l'élection d'une candidate anti-système souverainiste. Alors comment peuvent coexister ces deux réalités ? D'un côté, un système politique apparemment fonctionnel et en même temps une emprise totale sur les esprits. Alors en fait, si j'ai pensé à ça, c'est parce que je pense tout simplement que les candidats souverainistes de par le monde sont également des jouets du système, et donc en tant que tels, je pense qu'ils souvent, même s'ils sont sincères au départ, je pense qu'ils affectent aussi beaucoup des idées populistes entre guillemets pour pouvoir se faire élire, et qu'ensuite après ils vont finalement être comme d'autres des vassaux du système de l'hiérarchie. Donc voilà, donc c'était juste une petite façon aussi de dire que c'est très possible qu'après Macron vienne un candidat populiste, et que pour autant ce ne sera pas forcément l'échappatoire dont rêvent beaucoup de nos concitoyens. Voilà. Et c'est-à-dire que face au monde post-moderne ou hyper-moderne qui vient et dont on perçoit déjà les ferments, l'action politique est impuissante ? En tout cas, c'est-à-dire que pour moi, la démocratie est un système qui est complètement grippé et qui n'a plus de valeur affective dans la mesure où aujourd'hui, les États, effectivement, ont depuis bien longtemps, la France depuis au moins Maastricht, perdu leur pouvoir, perdu leur souveraineté, et par conséquent ne sont juste que des courroies de transmission entre différents, je dirais, sans vouloir faire complotiste, États profonds, ou en tout cas pouvoirs stratifiés. Et ça vous paraît réversible, ce mouvement, où il y a une telle logique de l'histoire impulsée par l'innovation technologique notamment, que, en gros, c'est un état des choses avec lequel on va devoir composer et trouver des interstices un peu de liberté dedans?
Alors c'est une très bonne question. Réversible, je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait une sorte de guerre civile mondiale peut-être pour que ce soit vraiment réversible. Ça n'arrivera pas puisque malheureusement la technologie provoque une sorte de sidération globale qui fait que finalement plus personne n'a vraiment envie de retourner la réalité d'une guerre civile mondiale. Tout le monde finalement préfère continuer à consommer, préfère continuer à être diverti. Donc je pense que ce monde n'est pas réversible. En revanche, je pense que la vérité finira toujours par advenir et par conséquent, ça sera une question de temps, mais ce monde, évidemment, cette post-modernité dans laquelle on est, finira bien par exhaler ses derniers soupirs et peut-être plus prochainement qu'on ne le pense, c'est sûr, car le mensonge arrive toujours à sa fin. Et voilà. Oui, puis j'ai vu que vous parliez dans une interview par ailleurs de syndrome Windows, c'est-à-dire plus la technologie avance, plus paradoxalement, elle est aussi touchée par des dysfonctionnements un peu inattendus. C'est peut-être une voie pour le sursaut collectif. Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup par exemple d'une façon dont un bug généralisé pourrait effectivement faire une sorte de reboot total de la civilisation terrienne, de l'espèce humaine. On pourrait évoquer comme ça plein d'hypothèses d'un retour à une civilisation plus vierge. Mais est-ce que malgré tout, je ne pense pas que quelque chose serait aussi simple. Je pense que finalement, la technologie finalement, porte en elle-même sa métastase. Finalement, l'ère technoscientiste, c'est seulement une sorte de métastase du capital. Et en tant que tel, finalement, une métastase, ça veut dire qu'il y a une surproduction de valeurs, surproduction de produits, mais en même temps, il y a une lente érosion en même temps. Donc en fait, c'est deux mouvements qui vont ensemble pour moi. C'est une surproduction et en même temps une érosion. Donc voilà, je pense que les choses vont bien finir par s'égaliser. Et donc, est-ce que de nos vivants, on va le connaître? Je ne pense pas. Mais nos enfants, sûrement. Et puis, vous avez une analyse dans Megaton que je trouve particulièrement honnête aussi sur ce futur possible, en démontrant qu'il est à la fois porteur de malheurs collectifs des êtres humains, drogués, toutes sortes de substances qu'imprime le système d'ailleurs directement via des imprimantes pour leur permettre de tenir le coup tout simplement dans ce monde inhabitable. Et en même temps, c'est aussi la réalisation du fantasme un peu de tout un chacun. La couverture du livre renvoie à Anna Karina, l'actrice donc, qui fait figure dans cet ouvrage de conseiller spécial sous la forme d'un hologramme pour le narrateur. C'est aussi le monde dont il aurait pu rêver et auquel il n'aurait jamais eu accès dans la France de 2022 ou 2024, pardon. Là, pour le coup, c'est une sorte d'extrapolation d'une réalité qui existe maintenant, c'est qui est celle du chatbot en fait. En gros, le héros a une sorte de psychiatre numérique qui est donc qui ressemble à Anna Karina parce que lui, il l'a voulu en fait, il l'a demandé comme tel. Et donc voilà, donc j'imagine ce futur où en fait nos chatbots seront visibles sous forme d'hologramme et donc on pourra interagir avec eux comme avec des amants, des maîtresses. Peut-être le désir en moins parce que ça reste des hologrammes, mais en tout cas voilà, on pourrait interagir avec eux. Donc effectivement, moi je me suis amusé à imaginer ça parce qu'en fait je pense qu'effectivement d'un point de vue de la fiction, la technologie enchante également la fiction si vous voulez. Je pense que contrairement à un essai où j'aurais pu effectivement complètement dénoncer la technologie, je trouve qu'à l'inverse, dans le cadre d'un roman, elle peut aussi servir à magnifier certaines choses et à poétiser un peu le monde dans lequel on est. Donc imaginer un chatbot sous forme d'Anna Karina, pour moi c'est le meilleur moyen justement de renverser un peu cette technophobie naturelle. Oui, avec des dialogues d'ailleurs extrêmement profonds entre le protagoniste et cette Anna Karina, y compris de la part d'Anna Karina. Et cette question donc, au moment où la frontière devient si ténue entre l'homme-robot et le robot-homme, l'humanoïde, finalement contre qui diriger nos efforts? Ne sommes-nous pas nous-mêmes, en réalité, responsables du mouvement qu'on dénonce, en finissant par nos inclinaisons, tout simplement nous comporter un peu de façon robotique? Oui, tout à fait. Effectivement, on peut se poser la question si les IA, ces algorithmes, à force d'interagir avec nous, vont pas devenir plus humains que nous. Et alors que nous, on devient peu à peu des périphériques. Il suffit d'aller mettre dans le métro pour voir que 99% des personnes sont désormais attachées à leur téléphone portable et se contentent de scroller indéfiniment comme ça, avec l'air un peu pesant, etc. Font scroller les réseaux sociaux. Donc on peut se poser la question si nous, en fait, via la technologie, on perd peu à peu notre humanité, alors qu'au contraire, c'est cette humanité qu'on perd finalement est en train d'infuser peu à peu la technologie. Donc on peut imaginer, en étant un peu, effectivement, peut-être un peu optimiste, que les IA, que les intelligences artificielles vont se doter d'humanité peut-être, pour nous remplacer peut-être à terme. C'est peut-être ça le vrai grand remplacement peut-être.
Alors Marc Obregon, le narrateur donc, de votre ouvrage Megatown a été, vous l'avez dit, soldat d'une guerre opposant les forces de l'OTAN, ce qu'on identifie comme l'OTAN, à celle d'un grand pays, la Russie je crois. Alors par-delà les disputes géographiques, diriez-vous justement que le vrai clivage aujourd'hui se situe là, entre une vision un peu techno-nihiliste, qui serait celle de Megatown, et des communautés humaines authentiques? Alors, des communautés humaines authentiques, est-ce qu'il en reste réellement on peut se poser la question. C'est vrai que je décris un monde qui est surcommunautarisé, dans la mesure où tout le monde va se rapprocher par affinité esthétique, par affinité de divertissement, de culture. Mais c'est vrai que ce qui manque au fond, c'est le socle civilisationnel. Donc là, qu'il s'agit d'une religion ou je dirais d'une métaphysique. Et en l'occurrence, la métaphysique est devenue presque la valeur... la clé de voûte manquante de l'univers dans lequel on est, puisqu'en fait, les produits scientifiques sont des résultats de la métaphysique, mais la métaphysique, en revanche, a été oubliée. Donc en fait, on est face à un édifice en fait, qui est presque soutenu par des pylônes en verre, en fait. Et donc c'est un peu ce que j'ai voulu montrer avec ce roman, où finalement, le grand absent, en fait, c'est Dieu, en fait. C'est la vérité, c'est la foi, puisque finalement, pour créer ces machines, pour créer ces algorithmes, on a quand même dû opérer, on a quand même 2000 ans d'histoire chrétienne, et je pense que contrairement à ce que vous bien pensez, la science et la raison sont également les résultats du christianisme, en fait. Donc on pourra en discuter longtemps, entre Platon, Aristote, mais voilà, moi je pense que la raison, voire le rationalisme, le positivisme, sont également le contrepoint nécessaire de la chrétienté. Et sans chrétienté, finalement, on n'aurait peut-être pas pu avoir autant d'algorithmes, en fait. Voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu, c'est un peu le paradoxe que j'ai voulu montrer dans ce livre. Alors justement, votre réponse me fait penser à cette phrase d'Harari, le fameux auteur israélien, qui expliquait dans une interview il y a quelques mois que l'intelligence artificielle deviendrait tellement performante qu'elle serait capable de créer un nouveau dogme, un dogme suffisamment séduisant pour mobiliser la masse. Est-ce qu'à ce désenchantement du monde, on ne peut pas répondre aussi qu'on le réenchante grâce à l'intelligence artificielle ? Ou grâce au robot. Vous savez ce que disait Baudrillard, il a dit une phrase assez belle sur l'IA, il a dit le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'est ni intelligente ni artificielle. Et en fait, je pense qu'effectivement, au fond, le noyau de l'IA, c'est l'homme, ça reste l'homme, parce que finalement, l'intelligence artificielle se contente en fait de compiler, d'agréger, de recompiler, de réagréger. Donc, est-ce que la pensée, c'est uniquement ça? Évidemment non. Évidemment, il y a une part de la pensée qui est incompressible, qui est indécidable. Je pense que c'est tout simplement Dieu, en fait. C'est-à-dire, en gros, c'est la vérité avant-dernière, comme disait Philippe Cadic. Donc, voilà. Donc, je pense que cette vérité qui est au cœur finalement de toute expérience humaine du vécu, et également au cœur de l'IA en fait par rebond. Et finalement l'IA n'est qu'une ombre portée finalement de la pensée humaine quelque part, quoi. Donc en tant que telle, je pense que l'IA peut nous apprendre finalement à nous rééduquer, à la pensée. Et d'ailleurs, moi j'aurais pas preuve qu'aujourd'hui beaucoup de créateurs sont un peu effrayés finalement par l'IA, parce que du coup on se dit mais du coup toutes les images seront truquées, etc. Mais justement ça va nous permettre aux créateurs, aux graphistes, aux peintres, que sais-je, justement de s'améliorer et de revenir peut-être à un art premier, plus artisanal, où du coup l'image pourra accéder à la vérité de façon plus simple que sur un ordinateur ou par des moyens numériques. Donc je pense que l'IA va nous permettre peut-être d'éliminer toute médiocrité en nous pour revenir à un art supérieur. Notamment. Une sorte d'aiguillon c'est ça, tout à fait. Pour recentrer l'homme sur sa substance profonde. Bien, merci beaucoup, Marc Obregon, vraiment pour cet ouvrage absolument passionnant. Lisez-le, Megatown, publié aux éditions du Verbe Haut, et disponible sur la boutique tvl.fr. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de l'aimer, de la commenter. À très bientôt sur TV Liberté.